On va revenir à présent sur ces dernières déclarations qui viennent de nous parvenir, celles du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Il s'est exprimé à la presse américaine il y a quelques minutes et voilà ce qu'il dit en marge de ces négociations, de ces discussions dont on entend beaucoup parler depuis quelques semaines. Moscou reconnaît Zelensky comme chef de facto du régime et est prête à le rencontrer, mais il est illégitime et ne convient pas pour signer des documents. On en parle avec mes invités, je vais les représenter, mais c'est toujours important. Lucas Manger, grand reporter et réalisateur du documentaire Des trains dans la guerre. Aline Lebaille-Crémer, bonjour, vous êtes journaliste. Vincent Crouzet nous a rejoint également, bonjour, vous êtes expert en renseignement, écrivain et auteur du Chevalier de Jérusalem aux éditions Robert Laffont, et toujours avec Oleg Kobzev, professeur de géopolitique russe en histoire américaine à l'American University of Paris. D'abord, un mot, un tour de table si j'ose dire, sur cette déclaration. Est-ce que quelque chose change dans cette déclaration, Lucas Manger? Il faut être très précis dans la lecture des mots utilisés par Sergueï Lavrov, lui-même étant un expert. Il ne faut pas oublier que c'est l'un des plus anciens diplomates du monde, en fait, en activité. Il connaît la diplomatie comme personne. Quand il dit que c'est un chef de facto du régime, c'est une manière de continuer à délégitimiser le pouvoir ukrainien. Il ne parle pas d'un État, mais d'un régime. Mais chef de facto veut dire qu'il y a une toute petite avancée, qu'ils acceptent peut-être, en tout cas, de commencer à discuter avec lui. Qu'il est illégitime pour signer des documents, j'allais dire ça, on verra le jour où il y aura des documents à signer. C'est pas le plus important aujourd'hui. Le plus important, c'est qu'il y a visiblement une toute petite inflexion de la part du Kremlin dans la voix de Lavrov, alors que Lavrov, depuis le sommet d'Anchorage, est le plus dur dans les propos contre l'Ukraine. Là, il semble qu'effectivement, dans cette interview, il y ait un tout petit pas de franchi. Ça ne veut pas dire que ça va changer la face du monde, mais que Lavrov reconnaît que Zelensky, en tout cas, est un interlocuteur, donc ça change un petit peu les choses. Aline Lebaille-Crémer, vous sentez aussi également une avancée légère peut-être, mais une avancée quand même? Non, parce qu'il continue de mettre 2 euros dans son jukebox sur la légitimité de Volodymyr Zelensky. Et je pense que d'ailleurs, quand on lit l'entièreté de la déclaration, il lui répond en réalité. Parce que Volodymyr Zelensky a quand même eu une allocution ce matin, en marge ou au cœur très exactement des célébrations du 34e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, où il a un mot très fort sur l'existence de l'Ukraine, sur pourquoi elle continuerait à exister, à propos du kilomètre zéro sur la place Maïdan, donc la place de l'indépendance où tant d'Ukrainiens se sont battus et sont morts pour leur liberté. Il a bien parlé aussi des territoires provisoirement occupés, que quoi qu'il arrive, seront toujours ukrainiens, ce n'est qu'une question de temps. Donc je pense que cette déclaration qui a quand même été extrêmement reprise et qui a envoyé des signaux à peu près à beaucoup d'endroits de chancellerie internationale, surtout sur la question de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, je pense qu'il répond très exactement en renversant, comme d'habitude, à peu près tous les mots des Ukrainiens et dans un processus très soviétique, parce qu'en effet, c'est le diplomate le plus aguerri de l'appareil moscovite. Donc, il n'y a pas d'inflexion, bien au contraire. Il tente de renverser tout ce qui a été dit. Et quand il dit l'Ukraine a le droit d'exister, donc là, c'est clairement une réponse à ce qui a été dit ce matin par Volodymyr Zelensky, sauf ou à condition. À quel moment la Russie décide des conditions et d'existence de l'Ukraine, ce que les Ukrainiens essayent de lui expliquer depuis extrêmement longtemps, essayent d'expliquer à la Russie depuis extrêmement longtemps, en particulier depuis 1991, c'est qu'elle a le droit d'exister comme elle l'entend, de façon libre, souveraine et indépendante, et que ce n'est pas à Moscou de décider. Et on est vraiment au cœur du sujet, en fait, de tout ce qui se passe depuis 1991. Et justement, regardez cette deuxième déclaration, vous en avez parlé, l'Ukraine a le droit d'exister à condition de laisser partir les personnes qui, lors des référendums, ont choisi une autre voie. Comment décrypter, comment analyser cette déclaration, Vincent Crouzet? Je sais pas, il parle des oblasts qui se sont auto-déterminés à l'occasion du vote d'il y a 2 ans. Parce que c'est extrêmement ambigu, on ne sait pas. Parce que si ça concerne ces oblasts-là, il faudrait déjà que les Russes soient capables de les administrer. Il y a eu un très bon papier dans Le Monde cette semaine concernant les pénuries d'eau dans le Donbass, et avec les gens qui crèvent de soif, littéralement dans le Donbass. Alors c'est bien beau de nous parler de ces territoires qui auraient choisi à l'occasion de référendums qui ont été très encadrés, mais encore faudrait-il que les Russes soient capables de les administrer. Non, maintenant je crois qu'il ne faut pas donner trop de crédit et d'importance
aux propos de Lavrov, qui sont totalement contradictoires concernant Zelensky, parce que ce matin ou hier soir, il reprochait à Zelensky de dresser des obstacles au processus de négociation, et là, il le considère comme illégitime. Vous savez, c'est la fin de l'été en Sibérie, on assiste au dégel du permafrost, et parfois il y a de vieux fossiles qui sortent à la fin du mois d'août, et lui, on est là. Mais tout de même, je me permets quand même d'insister, regardez, le droit d'exister, l'Ukraine a le droit d'exister. De mémoire, ça fait 3 ans et demi qu'on suit cette guerre sur LCI. C'est la première fois, ou une des premières fois, où j'entends un dirigeant peut-être aussi élevé, aussi haut que Sergueï Lavrov, dire explicitement l'Ukraine a le droit d'exister. Oleg Kobzev, est-ce que pour vous aussi c'est quand même une avancée? On sent que les choses se passent en coulisses. Alors, comme on vient de comparer à très bon titre Lavrov aux vieux dirigeants soviétiques, on peut remettre sur la table le passé en disant que la moindre petite phrase, effectivement, pouvait indiquer, comme autrefois, comme dans les années 60 ou 70, un tout petit changement de perspective ou au moins d'attitude publique. La mauvaise nouvelle, c'est cette discussion sur la légitimité. Alors au moins l'Ukraine a le droit d'exister, mais à quelles conditions? Et en effet, comme dit Aline, n'est-ce pas à l'Ukraine de décider, au monde entier qui a reconnu la légitimité de l'Ukraine comme État souverain, y compris la Russie? Il ne faut pas oublier qu'il y a un accord à 3, Russie, Biélorussie, Ukraine, co-signé par les présidents des 3 pays qui, primo, proclament leur indépendance vis-à-vis de l'URSS et reconnaissent les uns les autres leur indépendance. C'est le traité de Białowieża. Maintenant, l'avancée, c'est que Lavrov et ses vieux dinosaures, avant tout, sont des étudiants, sont des élèves de la réelle politique, de Bismarck, Clausewitz, Machiavelli, etc. Donc quand il dit qu'il est président de facto, je dirais que c'est un bon signe. Ils reconnaissent qu'ils doivent avoir affaire avec lui, et ce serait irréaliste d'avoir affaire à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une toute petite avancée. Maintenant, sur le problème des signatures, et là, il y a un problème de droit, effectivement. Il y a tout simplement la constitution ukrainienne. Qu'est-ce qu'il aurait le droit de signer ou pas? Il ne peut pas signer n'importe quoi, selon la constitution ukrainienne. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. S'il faudrait effectivement absolument signer un papier pour même amener un... Est-ce qu'il a le droit de signer un papier qui amène un cessez-le-feu, ou est-ce qu'il peut se permettre plus? Là, il devrait y avoir un référendum, par exemple. Bon, cela dit, d'un autre côté, il y a quelqu'un qui martèle sur les antennes, et il a parfaitement raison. Olivier, pardonnez-moi, j'ai oublié son nom, il est passé souvent sur une autre chaîne, pardon. Il dit souvent... Churchill, après tout, il n'y a pas eu d'élection pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. De 1937 à 1945, il n'y a pas eu d'élection en Angleterre. Donc ça, c'est un problème qui devrait être réglé. Ce qui est extrêmement ambigu, c'est qui devrait ou ne pas... qui devrait partir, ou à qui on devrait laisser partir, quand on dit on devrait laisser partir ceux qui n'ont pas accepté l'indépendance ou d'autres référendums. Est-ce qu'il part des oblastis, comme Vincent a dit tout à l'heure? C'est toute la question. Il s'agit des individus, des électeurs. C'est ridicule. De manière, s'il s'agit de manière l'un ou l'autre, c'est ridicule, puisqu'on ne sait pas exactement quels sont les résultats réels de vote, d'élection qu'il y a eu, si c'est effectivement le Donbass ou Lugansk, puisque c'était des élections, des référendums qui étaient complètement truqués. Et d'autre part, si c'est des individus, c'est toute la différence entre la Russie et l'Ukraine. Même les opposants à Zelensky ou au gouvernement ont le droit de rester très rapidement en Ukraine. En fait, c'est justement le piège de cette déclaration, parce qu'il remet encore une fois 2 euros sur la question des référendums. Le référendum reconnu par la communauté internationale, acté, le dernier qui ont été libres, indépendants et transparents, il date de 91, où 93% à peu près, 92 et quelques pourcents de la population, Donbass compris, territoire compris,
Crimée comprise, ont voté pour l'indépendance de l'Ukraine. Donc ça, c'est acté. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de remettre, une chape de plomb, d'essayer d'effacer cette volonté, cette souveraineté-là qui s'est exprimée en droit, de façon institutionnelle, actée notamment par Moscou à l'époque, en 1991. Donc cet référendum, il y a du poison à triple détente dans chaque mot qui est employé. L'Ukraine, dans tous ses oblasts, tous les oblasts ont voté dans l'ensemble à 93% pour l'indépendance de l'Ukraine. Oui. On va quand même rester sur cette petite phrase. Je me permets quand même d'insister encore une fois, l'Ukraine a le droit d'exister à condition de laisser partir les personnes. Mais l'Ukraine a le droit d'exister. Cette phrase, elle est importante. Deuxième phrase, le président ukrainien est considéré comme de facto le dirigeant, en tout cas le représentant de l'Ukraine. Là, voici cette déclaration. Est-ce que l'Ukraine aussi ne répond pas d'une certaine manière à Washington? Pourquoi? Parce que J.D. Vance, dans le même temps, s'est exprimé, lui aussi, il y a quelques minutes. Et voilà ce que dit le vice-président américain. Je pense que les Russes ont fait des concessions importantes au président Trump. Pour la première fois en 3 ans et demi de conflit, ils veulent en fait être flexibles sur certaines de leurs exigences fondamentales. Est-ce que justement, cette flexibilité qu'il évoque, c'est peut-être tiré par les cheveux. Non, mais là, c'est totalement contradictoire. Ils veulent être flexibles sur certaines de leurs exigences fondamentales. Mais est-ce que c'est pas justement cette existence de l'Ukraine dont on évoque justement cette phrase, est-ce que c'est pas là justement cette petite flexibilité? Peut-être. Non, ce que J.D. Vance s'exprime là, c'est qu'en fait, il y a à Washington un peu la trouille que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que depuis que le sommet d'Anchorage et le retour de Donald Trump à Washington, clamant urbi et orbi que c'était fait, que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky allaient se rencontrer, que la paix était toute proche, et un président Trump arborant une casquette, Trump avait raison sur tout, ils se rendent. Oui, mais malheureusement, effectivement, on en rit parfois, mais ils étaient dans une logique de c'est bon, c'est réglé. Ce que J.D. Vance s'exprime là, c'est qu'en fait, à Washington, là, ils sont un peu comme des lapins dans les phares d'une voiture parce que Poutine n'a pas bougé d'un iota. Certes, comme on vient de l'expliquer, et c'est très intéressant, Lavrov fait même s'il ne change pas sa mentalité de fond, quelques toutes petites inflexions, et que J.D. Vance est un peu le Lavrov américain, c'est-à-dire qu'il ne parle pas sans autorisation de Trump. Donc c'est un dialogue à un étage inférieur de celui des chefs d'État, mais J.D. Vance, dont on connaît les prises de position et la haine absolue de l'Europe, qui partage absolument avec Lavrov et avec Vladimir Poutine, sont des gens qui cherchent en ce moment-là à trouver un nouveau modus vivendi pour ne pas apparaître comme ceux qui ont échoué. Et ils voient bien que peut-être qu'aujourd'hui je suis l'optimiste de ce plateau et ça m'arrive rarement, donc tant mieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont bien vu qu'au lendemain de Anchorage, il y a une véritable volonté européenne d'aider les Ukrainiens, d'accompagner ce processus, d'obtenir des garanties de sécurité des Américains, de ne pas plier sur un certain nombre de choses. Ils ne s'attendaient sans doute pas à ce que l'Europe soit... Alors, elle n'est pas unie, on y reviendra tout à l'heure, elle ne parle pas d'une seule voix, mais Zelensky n'est pas seul. Il est accompagné à Washington de plusieurs chefs d'État européens, l'OTAN, l'OCDE, l'Union européenne, tout le monde essaye de trouver une solution. Là, ce que dit J.D. Vance, avec la subtilité que Vincent remarqué, c'est-à-dire qu'effectivement, comment est-ce qu'on peut être flexible sur des valeurs fondamentales, c'est un peu complexe, mais de trouver peut-être une sorte de mini-canal de discussion qui fasse dire dans la même journée à un Lavrov, bon, ok, peut-être que Zelensky est un chef de facto d'un régime, mais au moins ça veut dire qu'on reconnaît son existence et on le traite plus de nazi qu'il faut assassiner dans les 24 heures. C'est ça. Ouais. Et que là, J.D. Vance dit non, mais attendez, les Russes ont quand même fait d'importantes inflexions. Donc, c'est plutôt eux qui sont un peu en perte de vitesse là aujourd'hui dans ces déclarations-là. Ça veut rien dire de ce qui se passera demain, et Trump peut faire une autre déclaration ce soir qui sera complètement